Du journal du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Le deuxième conseil des ministres de l'année 2021 s'est tenu ce 13 janvier sous la présidence du chef de l'État. Plusieurs décisions ont été prises. Certains enfants traversent la route sans être accompagnés par des adultes. Cette situation occasionne souvent des accidents et ce sont les enfants eux-mêmes qui sont victimes. À l'étranger, le Conseil de sécurité de l'ONU condamne à l'unanimité l'attaque rebelle menée hier aux portes de Bangui. Avec ces troubles, les habitants de la capitale centrafricaine vivent dans la peur. C'est tout pour les titres de cette édition. Le gouvernement maintient le rythme ce 13 janvier. Il s'est encore réuni sous la présidence du chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe. Plusieurs décisions ont été prises, dont la suspension de certains chefs cantons ou encore le peaufinement de la stratégie nationale de l'inclusion financière. Régis Taleketi. Rester sur son rythme d'un pays le plus réformateur dans le monde. Cela se traduit chaque semaine par des décisions prises et les avant-projets de loi étudiés en Conseil des ministres. Celui de ce 13 janvier 2021 est resté dans cette logique. Ce dernier, présidé par le président de la République, Faure Essozimna Gnazingbe, a épluché plusieurs dossiers, dont la suspension et la reconnaissance de certains chefs cantons. Ainsi, si les chefs cantons de Vokotime dans le Vaud, de Diama dans l'Ougou et de Gléi de la même préfecture ont été suspendus pour 6 mois, ceux de Pagouda dans la Bina, Pessaré de la même préfecture, Cessaro dans la préfecture de Soutbois et Imlé dans la Mou ont été officiellement reconnus par les autorités. Tous les chefs cantons du Togo auront en outre leurs intéressements revalorisés. Décision également prise lors de ce Conseil des ministres. L'autre décision à fort impact sur la vie des foyers modestes est la poursuite de l'inclusion financière entamée en 2014 avec 1,8 million de crédits accordés, soit au total 98 milliards de francs CFA engagés pour favoriser les activités génératrices de revenus. Un autre produit lancé a été rendu public au cours de ce Conseil des ministres, notamment l'UNCODD, le KIF et le crédit relance des MTPME. Ces produits permettront aux populations exclues du système financier d'avoir accès au crédit bancaire pouvant aller jusqu'à 5 millions de francs CFA. Le Togo, par cette politique, est devenu en 2019 le premier pays de l'espace UEMOA en matière d'accès aux services financiers. Les travaux de la deuxième session ordinaire de la 5e législature de la CEDEAO ont été ouverts ce 13 janvier 2021 à Abuja, au Nigeria. Pour cause de la COVID-19, les députés togolais membres du dit Parlement y prennent part via visioconférence au siège du Parlement. Brigitte Berkassang nous en dit plus. L'étude et l'adoption du projet de budget du Parlement de la CEDEAO pour le compte de l'année 2021, la planification des activités à mener au cours de l'année et la prestation des nouveaux parlementaires, tels sont les points essentiels qui sont au cœur de la deuxième session ordinaire de l'année 2020 du Parlement de la CEDEAO qui se tient depuis ce mercredi 13 janvier 2021 à Abuja, au Nigeria. Pendant 7 jours que vont durer les travaux, les parlementaires auront à débattre et à examiner plusieurs autres points, entre autres la présentation du rapport du président de la commission de la CEDEAO sur la mise en œuvre du programme de travail de la communauté et le projet du budget consolidé de la communauté exercice 2021. La plénière va également examiner, adopter le projet de rapport de la session extraordinaire virtuelle de juillet 2020 ainsi que le projet de rapport des missions d'observation des élections. Il faut souligner que pour cause de Covid-19, cette session ordinaire se tient par visioconférence. À l'instar des parlementaires des 14 autres pays membres, le Togo est représenté par les honorables Akleso Acholi, 3e vice-président du Parlement de la CEDEAO, et Kounou Naru Agandao.
Notons que le Parlement de la CEDEAO a été créé en 2006. Ces parlementaires sont chargés de promulguer les lois uniformes et les législations rigoureuses qui permettent la création d'une région sans frontières, paisible, prospère et cohérente, bâtie sur la bonne gouvernance. Ils sont au total 115 députés pour cette 5e législature, dont 5 députés du Togo. Les accidents de la route n'épargnent pas les enfants. Ces derniers éprouvent les difficultés à traverser les routes. Cette situation s'est produite pas plus tard que la semaine écoulée avec la mort de 3 élèves. Nombreuses sont les raisons qui poussent les tout petits enfants à traverser la route. Pour certains, c'est pour se rendre à l'école. Pour d'autres, c'est pour se rendre chez leurs parents qui ont installé leur commerce de l'autre côté de la route. Nous sommes ici à Toglekope, une banlieue au nord de Lomé sur la nationale numéro 1, où les enfants éprouvent d'énormes difficultés à traverser la route. Ce n'est pas une très bonne chose pour l'enfant, surtout pour sa sécurité. Par exemple, la dernière fois sur la route de CPRP, là, on a eu à constater un grave accident là-bas où 3 enfants étaient décédés. C'était vers l'après-midi, donc ils sortaient de l'école, ils allaient à la maison et puis voilà. Tu sais que parmi la population, il y a certaines qui sont inconscients. Normalement, quand on voit les enfants comme ça, les enfants, surtout les petits-enfants comme ça, ils ne savent rien. Donc, pour eux, c'est voir la direction de l'école. Et ils voulaient traverser. C'est nous, les adultes, qui devaient faire attention et s'arrêter obligatoirement et laisser les enfants traverser librement pour ne pas causer de l'accident. Moi, je me souvenais de Dieu, le Toglefia. Il y a un temps où j'ai parlé ici de la traversée de la route par les enfants. Normalement, il devait y avoir un guide pour accompagner ces enfants à traverser la route. L'école doit désigner un volontaire ou peut-être le gardien d'établissement pour le faire. Bien qu'il y ait des passages cloutés par endroits pour faciliter la traversée de la route aux piétons, les conducteurs négligent ce panneau aussi important et fauchent souvent les enfants. D'où la nécessité d'aider ces petits-enfants à traverser la route. Ça concerne aussi les parents. Quand ils inscrivent de petits-enfants à l'école, ils doivent normalement les accompagner pour les aider à traverser la route. Si eux-mêmes ne peuvent pas le faire, ils n'ont qu'à le demander à un enseignant pour qu'il le fasse. Dans certains lieux à Lomé, il y a certaines actions qui se font où des gens aident les enfants déjà à traverser la route. Il y a des bonnes volontés. Sur la route d'Atikoumé, par exemple, il y a un monsieur là-bas que je vois souvent. C'est un coiffeur. Donc, souvent, il aide les enfants à traverser la route. Bon, disons, il devait au moins sensibiliser, surtout la population, et sensibiliser encore les enfants de traverser les lieux où on les réserve de traverser. Par exemple, un passage clouté, c'est là-bas les enfants devraient se regrouper et traverser sans problème. Il faut rappeler, beaucoup d'enfants perdent leur vie en traversant la route, d'où la nécessité pour chacun de prendre ses responsabilités pour sauver ces enfants exposés aux accidents de la route. La page internationale, à présent, l'atmosphère reste très lourde dans la capitale centrafricaine avec un sentiment de peur. Une situation que traversent de nombreux habitants au lendemain de l'attaque rebelle. Voici le poste de police que les rebelles ont tenté de prendre mercredi au nord de Bangui, dans le quartier PK12. Ils sont venus de la colline Baza-Bangui, pilonnée par l'armée. Certains y seraient toujours cachés. Dans la contre-offensive des troupes nationales appuyées par l'ONU et les Russes, ils ont subi des pertes. Des curieux se pressent autour d'un des assaillants tués. Jamais les rebelles ne s'étaient approchés si près de la capitale centrafricaine depuis l'annonce de leur coalition en décembre, destinée à empêcher la réélection du président Touadéra en vain. Les habitants ont peur, ils sont en quête de refuge,
plusieurs quartiers se sont vidés. Là, jusqu'à pour l'instant, je ne sais même pas où ma famille, tu vois. Mais comment ils en vivent? S'ils ont fui loin, comment ils en vivent? Bien visible, dans le centre de Bangui, la police locale et les forces onusiennes qui ont fait état d'un mort, un casque bleu rwandais. Actuellement, la situation reste tendue mais calme. L'initiative prise par ces éléments armés pour s'infiltrer dans Bangui a pu être déjouée. Et actuellement, les troupes sur le terrain contrôlent la situation. Situation sous contrôle, dit-il, mais jusqu'à quand? L'ONU appelle les différentes parties au dialogue. Le secrétaire général de l'ONU reste préoccupé par la déstabilisation persistante de la République centrafricaine par des groupes armés. Il appelle toutes les parties à cesser les violences et à entamer un dialogue constructif. Les bandits sont en débandade hors de la capitale, affirme le ministre centrafricain de l'Intérieur, ici entouré de sa garde privée russe. Hors de Bangui, c'est une toute autre histoire. L'attaque du 13 janvier révèle la fragilité des autorités en place pour les observateurs. 8 ans de guerre civile en République centrafricaine, 2/3 du pays sont contrôlés par les groupes armés. Il y a 10 ans, jour pour jour, ce 14 janvier, que Ben Ali était chassé du pouvoir en Tunisie par une révolution historique. La répression avait alors fait 338 morts et plus de 2000 blessés. Des blessés qui sont les grands oubliés de cet événement historique. Il y a 10 ans, Moslem Kasdala a perdu sa jambe. Le jeune homme, âgé de 31 ans, a été blessé lors de heurts avec la police tunisienne, peu après le départ de Ben Ali. Devant l'instance générale des martyrs et blessés de la Révolution, aux côtés d'autres manifestants, il espère enfin être reconnu comme une victime. J'ai subi 32 opérations depuis 2011. Il y a encore des blessés qui ne sont pas soignés. Il y en a qui ont besoin d'opérations. Il y en a qui ont besoin d'une prothèse. Nous sommes là pour que ces personnes reçoivent des soins. Aujourd'hui, elles sont bloquées. On veut nous politiser et nous sommes confrontés à beaucoup de pression. À l'intérieur du bureau du président de l'instance, le débat est houleux. Voilà des années que les victimes et leurs proches attendent la publication d'une liste définitive au journal officiel. En 2019, le Haut Comité tunisien aux droits de l'homme reconnaissait 129 personnes tuées et 634 blessées. Il y a eu des perturbations à cause des changements de gouvernement. Il y a eu le gouvernement d'Elias Farfar et avant celui-ci de Youssef Chahed, qui n'ont pas pris de décision. Et la décision de publier une liste des victimes de la révolution est légale. Cette avocate, présidente d'une association de soutien aux victimes, a perdu son frère pendant la Révolution. Pour elle, justice doit être rendue pour garantir une réconciliation. Mais selon elle, ce n'est pas encore gagné. Il n'y a pas de volonté politique pour publier cette liste. Il y a aussi d'autres partis qui ne veulent pas que cette liste soit publiée comme le ministère de l'Intérieur ou le ministère de la Défense. Car si l'on dit qu'il y a un certain nombre de martyrs, cela signifie qu'il y a une responsabilité pénale. Malgré ces freins, depuis 2018, des dizaines de procès ont débuté devant des tribunaux spéciaux. Mais les procédures sont ralenties et aucun verdict n'a été prononcé. Le président Kais Saied, élu en 2019, s'est dit favorable aux démarches des victimes, sans que cela n'ait pour l'heure abouti. Hors du continent africain, en Belgique, la mort d'un jeune dans un commissariat suscite l'émotion et provoque aussi des tensions. La manifestation a fini par dégénérer en affrontement avec les forces de l'ordre. Pourtant, tout avait débuté dans le calme. Quelques 500 personnes réunies à Schaerbeek, une commune bruxelloise, en hommage à Ibrahima, 23 ans, décédé samedi soir après son interpellation par la police. Pour le moment, on attend la justice. Je ne peux pas dire à 100% confiance, mais on attend les enquêtes. Ibrahima, il n'avait pas de problème. Les circonstances de la mort du jeune homme d'origine guinéenne restent floues. Sa famille, reçue par le procureur du roi ce mercredi, s'est ensuite adressée à la presse. Les policiers sont venus chez nous tard le soir et ils nous ont annoncé que mon frère est décédé suite à une interpellation. Le monsieur nous a dit qu'il était lors du couvre-feu dehors et qu'ils l'ont interpellé puis il a fait un malaise. Selon le parquet, Ibrahima aurait perdu connaissance à son arrivée au commissariat. Il aurait été transporté à l'hôpital et aurait succombé à un malaise cardiaque. Un malaise dû peut-être à de l'ecstasy ingérée par le jeune homme selon certains médias.
Une explication rejetée par l'avocat de la famille. On charge déjà la victime comme pour se dédouaner, donc ça veut dire qu'il y a des policiers qui ont violé leur secret professionnel. On a parlé de coups sur Ibrahima, ça n'est pas ça la cause? On n'a pas plus de nouvelles plus d'informations par rapport à ça. A priori, il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire qu'il y a eu des coups. L'avocat reproche aux policiers d'avoir trop tardé avant de venir au secours du jeune homme. Il assure également qu'Ibrahima, avant son arrestation, filmait la police en pleine intervention auprès du groupe de personnes réunies après le couvre-feu et dont il ne faisait pas partie. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte et la police des polices belges a été saisie. Doit-on créer un passeport vaccinal pour reprendre une vie normale? Un précieux sésame qui permettrait par exemple d'aller au restaurant, au cinéma et aussi de voyager. Dans certains pays comme la France, la question divise. Pour l'heure, un seul pays a mis en vigueur ce document. Suivez. Aussitôt vacciné contre la Covid-19, Benjamin Netanyahou brandit fièrement son précieux sésame. Avec ce certificat d'immunité, le Premier ministre israélien devrait bientôt pouvoir se rendre à nouveau à des événements sportifs, des spectacles ou au restaurant. Des activités interdites aux non-vaccinés. Un passeport sanitaire comme préalable à tout retour à la vie normale. L'idée fait son chemin et en France, les avis sont partagés. On peut tout à fait imaginer que d'une certaine manière, le fait de s'être soumis à la vaccination vous ouvre des portes qui jusqu'alors étaient fermées. L'idée du passeport vaccinal me paraît choquante. À l'unanimité, les opérateurs du spectacle vivant et du cinéma ont rejeté l'idée d'un passeport vaccinal. Le concept séduit en particulier certains professionnels du tourisme. Ils n'y voient qu'une simple extension du carnet de vaccination jaune déjà imposé aux voyageurs dans certaines zones à risque. Mais cela soulève des questions. En France, par exemple, exiger un certificat reviendrait à rendre obligatoire le vaccin. Le gouvernement a pourtant assuré qu'il ne serait pas imposé à la population. Une telle mesure serait donc vite perçue comme discriminatoire. Et en l'état actuel des connaissances, selon les autorités sanitaires, ce prétendu passeport n'offrirait aucune garantie. À partir du moment où un vaccin, on ne sait pas s'il bloque la transmission, ça n'a pas de sens. À mon avis, le sens de l'histoire. Le ministre français des Transports a lui-même écarté l'idée d'un passeport vaccinal pour relancer le transport aérien. Mais au sein même de l'Union européenne, d'autres pays comme l'Espagne plaident pour un certificat standardisé. Le Premier ministre grec voudrait donner aux personnes vaccinées le droit de voyager sans entrave, de préférence avant cet été, espérant ainsi sauver l'industrie touristique de son pays. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.